Il m'est rarement donné l'occasion de discuter de l'Algérie indépendante, sinon avec Joachim et Robert. Je me souviens une fois avoir essayé d'en parler avec mes frères du FLN, mais ce fut peine perdue. Le responsable me répondit vertement que ce n'était ni le lieu ni le moment de traiter cette question. Nous avions d'autres tâches plus urgentes à régler. L'Algérie serait une république socialiste musulmane, point final. Tout le reste n'était que préoccupations néocoloniales qui visaient à semer la discorde au sein du peuple algérien. De fait, nos réunions se passent à régler des menus problèmes. Mon plaisir est donc grand de pouvoir échanger des idées sur le sujet avec Robert. Robert est issu d'une famille d'immigrés italiens. Dans son enfance, il a connu le racisme anti-italien au sommet de sa puissance. Ça ne devait pas être une mince affaire, car j'entends encore fréquemment des Marseillais se livrer à des plaisanteries plus que douteuses à propos de ces Italiens qui viennent voler le travail des Français. Ses parents, de pauvres gens issus de la terre, ont courbé l'échine, accepté les insultes et travaillé comme des bêtes pour se faire oublier des voisins. Ils se sont démenés comme des beaux diables pour effacer toute trace de leur origine. Ils ont demandé la nationalité française et formulé le souhait de franciser leur nom. Ses parents ont enduré tout cela uniquement pour que leurs enfants ne subissent pas les mêmes humiliations et réussissent dans la vie. Robert me parle de ce temps comme une épreuve terrifiante pour ses parents. Il se rappelle avec quelle tristesse ils se sont interdits de parler italien devant leurs enfants. Eux qui ne savent pas prononcer plus de 3 mots en français. Il m'évoque aussi cette période pas si éloignée du déclenchement de la guerre de 39, où ses parents, ne supportant plus d'être insultés à tour de bras dans la rue, n'osaient plus sortir de chez eux. Et l'envoyé, lui, Robert, âgé de 11 ans, traverser la ville pour faire les courses. Il m'invite régulièrement chez lui. Je dirais même que c'est devenu une habitude. Pour un oui ou pour un non, nous nous retrouvons. De concert avec sa femme, il a institué une table ouverte chaque vendredi. Je ne peux pas l'organiser un autre jour, a-t-il coutume de dire. Le vendredi est le seul jour où je n'ai pas de réunion. Ce soir-là, tous ses amis savent qu'ils peuvent venir chez Robert et Christine sans y être invités. Ces soirs-là aussi, ils ont fait en sorte d'élargir les invitations à d'autres que les camarades du Parti communiste. Ma vie, dit volontiers Robert, c'est le parti. Mais la vie n'est pas le parti. J'ai besoin de m'assurer que je ne passe pas à côté de quelque chose d'important. Bien entendu, Robert ne peut s'empêcher de parler de la lutte des classes, ni de faire de fréquentes digressions sur la juste ligne politique de son parti. Pourtant, Christine et lui ont parfaitement réussi l'opération. À part un couple de camarades, Lucien et Maryse, les moins sectaires de la cellule, on compte parmi les réguliers Antoine et sa femme Henriette, l'un et l'autre travaillant à la mairie, André, une femme qui tient une boutique de prêt-à-porter féminin, et Isabelle, la jeune sœur de Robert, qui termine ses études de comptable. Et par un extraordinaire hasard, il y a Joe, le prêtre de notre compagnie, qui fait son sacerdoce dans le monde ouvrier. Ces courtes visites de politesse au début sont devenues rapidement, pour ma femme et moi, des sorties réconfortantes. Nous nous sentons à l'aise parmi tous ces gens d'une extrême amabilité. C'est lors de ces soirées que ma femme a fait les plus grands progrès en français. Elle attend toujours avec impatience le vendredi. Ça lui permet de se changer les idées et surtout de retrouver son clan de femmes. D'ailleurs, Christine, Isabelle et André passent souvent la voir et Isabelle est devenue une familière de la maison.
Quant à moi, je fais l'expérience de l'art difficile de présenter à des personnes extérieures à notre culture les usages de mon pays. Je peux avouer en toute humilité que je ne me suis jamais senti à la hauteur. S'il est en effet tout naturel de pratiquer notre religion au doigt sans être un maître certifié de l'islam, l'affaire devient tout autre lorsqu'il faut fournir des explications détaillées à des gens extérieurs qui observent nos coutumes à la loupe. Il ne m'est jamais venu à l'idée, quand j'étais encore au doigt, de m'interroger plus avant sur la justification de nos traditions et de nos pratiques religieuses. Tout comme les autres, je laissais cela aux hommes du livre. Encore qu'avec Robert, Lucien et Antoine, je parviens tant bien que mal à trouver des réponses honorables. Il en va autrement avec Joe le prêtre. Celui-ci manifeste une curiosité qui dépasse largement l'étendue de mes connaissances. Derrière son allure de combattant de la liberté des opprimés, il est d'une prévenance extrême à mon égard. Il ne me propose jamais d'alcool, par exemple. Je l'aime bien. Les rafles et les contrôles à Marseille deviennent de plus en plus fréquents. Les descentes de police se terminent par de nombreuses arrestations arbitraires. La presse parle souvent des beaux coups de filet réussis par la police dans les milieux du terrorisme. Nous ne pouvons vérifier, nous les militants de base, la véracité de ces informations. J'ai parfois l'impression que la police agit à l'aveuglette, en espérant au hasard d'un coup de filet tomber sur des militants du FLN. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que je décide de m'engager plus à fond dans la lutte de libération en rejoignant les militants du FLN. De sympathisant, je suis devenu un membre actif. J'ai mal choisi mon moment pour offrir mes services à la Révolution. Le parti traverse une très mauvaise passe. Les arrestations ont fait des ravages au sein des équipes dirigeantes. Nous sentons nettement un flottement et un vent d'inquiétude au sein du mouvement. Il serait difficile d'en préciser les raisons tant circulent des rumeurs contradictoires. Mais une chose est sûre, le climat de suspicion traduit des difficultés plus grandes encore. On murmure que des responsables font mal leur travail et qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison. C'est durant cette période que notre responsable disparaît de la circulation sans laisser d'adresse. Le parti est entièrement réorganisé et dans les mois qui suivent, notre cellule est réduite à 3 personnes, 2 militants et un responsable. Le militant affecté dans ma cellule est quelqu'un que j'ai souvent croisé en ville, un homme d'une quarantaine d'années, réservé, mais doué d'une grande intelligence. Il travaille comme infirmier à l'hôpital de la Timone. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il s'appelle Yazid et qu'il porte toujours une cravate noire. Quant à notre responsable de cellule, nous ne pouvons pas dire que le sort nous ait gâtés. C'est un homme particulièrement antipathique à tous les égards. Dès les premières réunions sous sa direction, nous avons, Yazid et moi, l'étrange sentiment que nous allons au-devant de graves ennuis. Ben Haddad, c'est ainsi qu'il se fait appeler, vient d'un pays frère. Nous ne saurons jamais par quel mystère il a été affecté à la Fédération de France. Mais il se vante régulièrement de ses relations au sommet de la hiérarchie du parti. Il a des idées très arrêtées sur le pouvoir et l'action révolutionnaire. Si nous avions peu l'occasion de nous exprimer avec l'ancien responsable, avec celui-là, il n'y a plus rien à dire et plus rien à craindre. Nous ne parlons plus que de la délation à développer et des cotisations à faire entrer. Nous ne tardons pas à éprouver un profond malaise. Nous ne sommes pour lui que des exécutants de base et de basse classe qu'il faut dresser à la morale révolutionnaire. Il nous annonce froidement la nouvelle politique à suivre. Mettre au pas la communauté émigrée et liquider les messalistes en envoyant et en employant
de préférence la répression. Tout ce qu'il dit a le don de nous exaspérer. Il fait preuve d'une intolérance totale. Son grand cheval de bataille est la dénonciation de l'impérialisme américain, anglais, français, avec une prédilection pour le sionisme international. Il manifeste une haine à l'égard des Juifs qui frise la démence. Nous ne refusons pas de lui obéir, mais nous nous demandons en permanence comment calmer ses ardeurs belliqueuses. Yazid et moi sommes très proches intellectuellement. Nous nous permettons donc de nous exprimer sans crainte en réunion. D'emblée, nous émettons des réserves quant à ses méthodes expéditives. Nous n'estimons pas normal d'imposer la terreur parmi nos frères. Nous lui faisons clairement comprendre que nous devons développer la solidarité et non l'insécurité. Personne ne sait combien de temps encore durera le combat. En conséquence, nous devons ménager le peuple. Une majorité de gens est acquise à la cause et nous ne voyons pas pour quelle raison nous augmenterions la pression. Quant aux messalistes, nous aurions préféré les ignorer que nous en prendre à eux. Lors d'une réunion, pourtant, Ben Haddad arrive plein d'entrain. À l'évidence, il nous mijote quelque chose de pas très reluisant. « Mes frères, nous dit-il, on nous a affectés dans les troupes de choc. C'est une bonne promotion. Nous avons l'occasion de montrer qu'on a fait le bon choix en ce qui nous concerne. » Un renégat messaliste entrave l'action de notre parti dans le quartier de Saint-Joseph. Ces dernières semaines, 5 de nos frères ont été arrêtés. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Tout indique qu'il est à l'origine des dénonciations. Le parti a décidé de donner un exemple à tous les traîtres. On doit lui faire son affaire. Venant d'une autre personne, je crois que nous aurions pris cette nouvelle avec un peu plus de sérénité. Venant de sa part, au contraire, nous sommes embarrassés. C'est plus fort que nous. Il ne nous inspire pas confiance. Non que nous pensions qu'il puisse être un agent infiltré, nous savons qu'il y a dans le parti. Mais parce qu'il représente l'image parfaite de l'incompétence. Cet homme sent la bêtise, une bêtise prétentieuse, sûre de son audace, et qui n'a pas honte de s'afficher. Pourtant, nous acceptons l'opération sans broncher. Le temps est venu, en effet, où le parti doit passer à la vitesse supérieure et affirmer sa détermination à abréger les incertitudes du peuple. Le MNA de Messali nous mène la vie dure, et ses militants agressent nos frères. Les messalistes sont soupçonnés aussi de jouer le rôle d'indicateur auprès des autorités françaises. Le responsable du MNA tient un petit restaurant dans une ruelle assez repoussante. Elle donne sur une grande rue, non loin d'un carrefour où sont concentrés les commerces du quartier. Au fond de cette ruelle, un chemin s'enfonce dans la campagne et aboutit à une ferme 1 kilomètre plus loin. Le restaurant est plus vaste que ne laisse supposer la devanture. Une issue de secours par les cuisines donne dans un terrain vague. Une semaine avant, nous sommes allés à tour de rôle, Ben Haddad, Yazid et moi, reconnaître les lieux et le militant messaliste. Les frères du parti ont souhaité donner un retentissement à cette affaire. Ils veulent que l'élimination du traître décourage définitivement les messalistes de venir traîner dans le quartier. Il faut montrer aux yeux des Algériens que seul le FLN est le parti qui dirige l'insurrection. Les messalistes entretiennent la confusion en chantant sous tous les toits qu'ils sont les authentiques révolutionnaires.
et que ce sont eux qui dirigent la guérilla en Algérie. Dans certains quartiers où le parti n'a pas réussi à consolider ses positions, la confusion est grande dans les esprits. Les émigrés ne savent plus très bien quel groupe dit la vérité et lequel ment. Le MNA a su parfaitement tirer la couverture à lui, si bien qu'il réussit à s'imposer, à recueillir les cotisations. L'heure du grand nettoyage a sonné pour nous et les messalistes doivent disparaître. Les sympathisants du parti nous ont renseigné sur les habitudes d'Amar, le tenancier du restaurant. En tenant compte de tous les éléments en notre possession, nous fixons au samedi minuit l'exécution du traître. Le lendemain, en effet, tous les Algériens du quartier se donnent rendez-vous dans cette rue qui comprend aussi 2 autres bars tenus par des compatriotes. L'événement ne manquera pas de faire grand bruit. Yazid fera le guet du côté rue, Ben Haddad se chargera de l'exécution et moi je couvrirai l'opération à la sortie des cuisines. Un militant du parti fournira l'arme 5 minutes avant et la récupérera une fois l'opération terminée. Ensuite, nous irons loger séparément dans des familles de sympathisants afin de ne pas tomber dans un contrôle de police. Le plan est simple, mais solide. Il ne doit y avoir aucun problème. La suite, demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.